Venez chasser le mammouth et les tigres dans le sable avec moi dans Endless Winter Paleo American. C'est parti! Salut à tous, mon nom est ici de la Société des Jeux. Aujourd'hui, donc, on va vous parler du fameux Endless Winter. On vous en avait parlé un petit peu dans le top 2022 qu'on a fait, moi, Martin et Stéphane. Je vous ai présenté mon numéro 1, Persévérance, mon deuxième, Evergreen, mon troisième, Planet No, mon quatrième qui était Foundation Rome. Je vais vous présenter maintenant mon cinquième, Endless Winter, un jeu fait par Stan Kordonski de Fantasia Games, justement, qui a fait, entre autres, Rurik, qui était un excellent jeu de confrontation. Ici, nous allons, dans le fond, incarner une tribu paléolithique qui va essayer de faire des points de victoire, bien évidemment. Of course! C'est un jeu de placement d'ouvriers, de deck building, de set de collection, de contrôle de territoire et de plein d'autres choses. Donc, un jeu assez salade de points. Donc, je fais la présentation sommaire et je vous reviens avec ma critique en 8 points. Donc, voici la présentation en gros du jeu Endless Winter Paleo American. Dans le fond, comme je vous dis, c'est vraiment une présentation sommaire, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs. Je vous conseille même la vidéo de David Couteau si vous voulez voir les règles. Là. Je vais vous mettre ça en lien en haut à droite. Là. Donc, dans Paleo, excusez-moi, dans Endless Winter, justement, ça va être un deck building que vous allez construire avec, justement, vous allez construire un deck avec un marché. Vous allez avoir du placement d'ouvriers qui va être ici. Il y aura un set collection avec des animaux, un area control qui va être ici. Et une bonne gestion de main de cartes, un petit peu comme justement dans Dune Imperium, où les cartes à la fin, justement, vous allez pouvoir les utiliser, double usage justement pour ces cartes-là. Le jeu semble complexe, mais est relativement simple. À votre tour, dans le fond, c'est que vous allez tout simplement devoir jouer une carte, c'est culture. C'est si vous avez, dans le fond, une carte avec ce petit icône ici, il y aura justement des cartes de l'ère 1, il y aura plus tard des cartes de l'ère 2 qui sera différent. C'est vous pouvez en jouer une de votre main et activer son pouvoir. Comme si vous aviez cette carte-là, vous gagnez 3 outils que vous allez, dans le fond, qui sont des ressources sur votre plateau personnel, qui a des petites tracks pour les gagner. Une fois que vous avez fait ça, ou pas, parce que ça se peut, comme en début de partie, vous n'en avez pas, donc vous n'allez pas pouvoir en jouer. Vous allez faire du placement d'ouvriers. Vous avez 3 ouvriers par ronde. Le jeu se joue en 4 rondes. C'est celui qui a le plus de points de victoire qui va remporter la partie. Il y a 5 emplacements possibles. Il y a soit avec vos ouvriers normaux, qui sont des ouvriers quelconques, ou soit justement votre chef de clan ici, qui est tout simplement un personnage que si vous le jouez à un certain endroit, comme ici, c'est si je le jouais dans la première colonne ici, j'aurais un bonus que je gagnerais 2 nourritures, ce qui est plus efficace lorsqu'il fait cette action-là. Donc, si je le joue ici, justement, je gagne mes 2 nourritures, j'augmente ma traque comme ça. Ensuite, vous allez avoir des séries d'actions. Les séries d'actions vont vous demander souvent des ressources, mais aussi des petits icônes de main. Ces icônes de main-là vont être généralement sur vos cartes. Donc, il y aura un usage multiple. Lorsque vous allez jouer, je prends un exemple, si je joue cette carte-là, j'ai une main et demie. Si je la mixe avec cette carte-là, j'ai 3 mains au complet. Mais en plus, vu que j'ai joué celle-ci, je peux activer l'effet du haut, donc j'ai 4 mains. Et en plus, avec celle-ci, je pourrais dépenser une nourriture pour faire un outil. Donc, je vais dépenser une nourriture pour faire justement un outil, pour faire exemple. Et là, je pourrais faire, justement, vu que j'ai 4 mains, je pourrais faire 4 fois l'action, mais ça me prendrait 4 outils. Dans ce cas-ci, je n'ai pas d'outils. Donc, c'est pas mal comme ça que ça fonctionne. Vous allez devoir dépenser généralement des outils avec des mains. Une fois qu'on a joué justement les cartes, on va les mettre justement dans une petite défausse à droite. Et il y aura justement chaque emplacement, une action du haut, une action du milieu, une action du bas. L'action du haut, vous pouvez le faire le nombre de fois que vous voulez. C'est sûr que vous allez vous limiter avec vos cartes. Vos cartes, en plus, lorsque j'y pense, non seulement vous avez vos cartes qui ont un multi-usage, mais aussi les nourritures qui sont à usage, qui ont 2 usages, parce que vous pouvez en dépenser pour faire aussi des petites mains. Donc, les actions que vous allez pouvoir faire, c'est, si on prend l'action à gauche, c'est une méthode justement d'aller gagner des cartes ici pour ajouter justement à votre main. Lorsque vous gagnez des cartes, vous allez les ajouter à votre main. Vous allez pouvoir aussi épurer votre deck.
Dans le fond, vous allez pouvoir envoyer des cartes justement dans la défausse. Ces cartes-là vont quand même scorer en fin de partie, mais vous allez pouvoir l'épurer. On met ici une carte justement pour bien illustrer que c'est votre... c'est une section à part, que vous n'allez pas mélanger vos cartes. Et ensuite, si vous êtes le premier joueur, vous allez avoir un bonus sur chacun. Dans ce cas-ci, ce serait de monter sur une des deux tracks ici que vous voulez, et de mettre une autre carte ici si vous le faites. La track ici, pour explication assez simple, c'est dans le fond, à la fin de la partie, chaque ressource que va vous rester, par set de 4, vous allez avoir un point de victoire. Mais plus que vous allez monter, vous allez débloquer quelques bonus, mais plus que vous montez, plus que ce ratio-là va être avantageux pour vous. La track de droite, dans le fond, c'est un moyen de... Celui qui va être le plus haut sur cette track-là va, dans le fond, augmenter la valeur du nombre de cartes, justement, que vous avez épurées durant votre deck. Dans le fond, si vous êtes celui qui est le plus haut, si vous avez 7 cartes ou plus, ça vous donne 15 points. Si vous étiez deuxième, ça vous donnerait 10 points. Donc, c'est une manière de rentabiliser ces cartes-là. Donc, ça, c'était pour l'action à gauche. L'action à droite, ça va être la manière justement de gagner les fameuses cartes tribus. En plus d'aller gagner des petits jetons ici, que je vais expliquer un petit peu plus tard. Dans le fond, c'est que vous devez payer le coût qui est indiqué justement sur votre plateau personnel, qui va être des outils et de la nourriture à chaque fois. Mais plus qu'on avance dans la partie, plus ça va être coûteux. Lorsque vous faites l'acquisition, justement, vous le placez sur votre plateau et finalement, vous gagnez justement de la nourriture. La troisième emplacement, c'est justement la position de mettre un campement. Le campement, justement, c'est le petit area control que vous avez ici. C'est chaque outil, vous allez pouvoir mettre un campement justement au milieu. Et par main, vous allez pouvoir déplacer ces fameux campements. Car si vous avez la majorité sur ces emplacements-là, majorité qui est gagnée en fonction de vos adversaires, un campement donne un point pour majorité. Il y aura des petits villages que je vais vous expliquer plus tard, justement dans la colonne, qui vont valoir 2. Donc, passons immédiatement justement à l'action plus bas. On peut dépenser 3 nourritures. Si nous avons justement 3 campements sur des tuiles adjacentes comme ceci, nous pouvons les enlever et mettre tout simplement un village à cet emplacement-là. On va retourner ces petits campements-là. Petit problème que les campements vont vous donner, c'est que ça va limiter votre track justement de nourriture. Donc, le village va vous donner 2 points pour la majorité, mais par contre, il va s'appliquer pour chacun justement des emplacements. Donc, un village donnerait des points pour un seul emplacement, un campement vous donnerait des points pour une seule tuile, mais le village va être pour les 3. Ce que ça va faire, c'est que je vais vous rappeler à la fin d'une ronde, c'est une espèce de income que ça va vous donner. Et finalement, si vous êtes le premier à faire cette action-là, vous avez une action de plus de poser un campement et de faire un déplacement. Finalement, il y en a une quatrième action possible, c'est justement le set collection. On va aller chasser des animaux. Par main que vous pouvez dépenser, vous pouvez afficher plus d'animaux. Ici, c'est une mise en situation si on était 2 joueurs. Ici, vous dépensez un outil et une main. Vous allez pouvoir prendre ces cartes-là. Ces cartes-là, dans le fond, c'est un set collection, comme que je dis. Donc, plus que vous allez capturer d'animaux de la même sorte, plus que vous allez faire de points en fin de partie. Par contre, il y a moyen, qui est l'action suivante du milieu, de taper, qu'on pourrait dire. C'est de consommer cet animal-là. Et vous allez gagner des bonus. Comme ici, notre ground slot, justement, ça serait de gagner un outil et 4 nourritures. Il y aura des animaux qui seront plus intéressants que d'autres. Certains animaux même pourront être considérés comme n'importe quel animal pour le set collection. Ainsi de suite. Sachez par contre que si vous consommez vos animaux, justement que vous les mettez sur le côté, elles ne font plus partie du set collection pour la fin de la partie. Dernière action, c'est de vous reposer. C'est dans le fond, vous allez piocher une carte. Vous allez pouvoir justement tourner un de vos animaux pour faire des ressources. Mais en plus, à la phase finale de l'éclipse, ça va vous donner une main ennemie que je vais vous expliquer plus tard. Si vous jouez avec un certain module, si vous êtes le premier joueur à faire cette action-là, vous allez pouvoir bénéficier d'une action bonus comme ici. Ça pourrait être tout simplement de poser un campement et de faire 2 déplacements. Très intéressant. Donc, si vous êtes le premier à le faire, on défausse le petit token. Donc, les prochains dans la ronde en cours ne pourront pas bénéficier de ce bonus-là. Aussi, je n'ai pas dit, lorsque vous allez poser des campements, lorsque vous allez avoir déplacé des villages sur certaines tuiles, justement, qui ne donnent aucun bénéfice, il y a un petit module qui vous permet des petits tokens, justement, que lorsque vous allez poser un campement, parce que
Si on met un campement ici, vous avez l'avantage sur 2 territoires, mais cette tuile-là ne vous rapporte rien. Donc, pour vous inciter à faire cette action-là, vous pouvez justement gagner un bonus instantané qui est une fois. Ça, c'est l'action du monolithe qu'on a vu justement avec le petit icône, qui est le plateau ici. L'action du monolithe, on prend les tuiles les plus à gauche, une dont les placer adjacent à une tuile déjà présente. Comme il n'y en avait pas en début de partie, nous devons mettre justement une tuile grise sur les emplacements gris. Ces emplacements gris-là ne peuvent être utilisés seulement pour les tuiles grises. Donc, nous plaçons ça. Bonus, on peut le mettre adjacent et ça nous donnerait un outil. C'est dans le fond une manière de faire plusieurs des petits bonus qui pourraient nous faire monter sur les tracks ici, nous faire gagner des cartes culture, nous faire gagner des cartes animaux ou tout simplement plus de cartes justement tribus. Donc, c'est comme ça que ça va se dérouler. Ensuite, nous avons la phase d'éclipse. Nous allons révéler, nous pouvons miser justement des cartes éclipse. Ça va être les cartes qui vont nous rester en main. Donc, je pourrais avoir gardé cette carte-là en main. On la révèle. Je peux faire justement de poser un campement et de gagner une nourriture. Il y aura d'autres qui pourraient avoir certaines mains sur ceux-ci. Mais on va regarder justement les mains en haut. Si on avait fait une action de repos, ça nous donne une main et demie. Ceci va déterminer l'ordre de tour pour la prochaine ronde. S'il y a égalité, c'est celui qui était le plus bas lors de la dernière ronde qui va bénéficier d'un avantage. Donc, on va gagner un bonus en fonction de l'ordre de tour. Donc, ça pourrait être un monolithe, piger une carte, augmenter sur une track comme ça, des outils, de la nourriture, ainsi de suite. Sachez que les cartes que vous n'avez pas utilisées dans la ronde peuvent être réutilisées au prochain tour. Parce qu'à la prochaine ronde, vous allez repiocher 5 cartes. Vous n'allez pas renouveler votre main jusqu'à 5. Vous allez vous rajouter 5 cartes. Donc, si vous en reste 2, vous allez en avoir 7 pour la prochaine ronde. Donc, vous pouvez gagner ça. Sachez qu'à toutes les fois aussi que vous gagnez des bénéfices, vous pouvez prendre un bénéfice qui est moins intéressant. Mettons que vous gagnez un outil, mais que votre track d'outils est à son maximum. Vous pouvez tout de même gagner une nourriture à la place. Donc, un petit moyen justement de compenser pour ne pas être mal pris. Ensuite, après avoir révélé les cartes, on détermine le tour, justement le tour comme je vous ai dit. Nous allons recevoir les bénéfices justement des petites tuiles ici. Si vous êtes majoritaire sur certains emplacements, ça peut vous donner des points de victoire, vous faire monter sur les tracks ici, vous faire poser des tuiles monolithes. Petite particularité aussi avec les tuiles monolithes. Je fais un exemple comme ceci. Vous pouvez toujours poser une petite tuile par-dessus un quatuor de tuiles. Ce que ça va vous donner, par tuiles qui sont en dessous, vous allez faire 1 point. Mais s'il y a une tuile de votre couleur, c'est 2 points. Dans cet exemple-ci, je ferai 1, 2, 3, 4 et 5 points. Mais en plus, si je recouvre une tuile de mon adversaire, je lui donne des points aussi. Donc, il ferait un point bonus pour ça. Qu'est-ce que ça va... Ensuite, justement, pourquoi je présente ça? Après avoir fait les bonus que vous faites ici, vous allez regarder vos bonus qui sont ici. Les petites tuiles que vous avez gagnées, justement, ici, ça va vous donner justement des points de victoire en fonction de certains critères. Comme ici, si je faisais un exemple, que j'ai des campements placés comme ceci. Admettons que j'avais même 2 campements ici. Dans le fond, par tuile, où est-ce que j'ai un campement qui sont de différentes couleurs, je ferai un point. Je vais même faire un exemple comme ça. Faire un exemple comme ceci. Donc, vous voyez, j'ai des campements sur 3 tuiles différentes, donc je marquerai 3 points. Il y a justement les tuiles monolithes que j'ai enlevées. Ils pourraient me donner des bonus. Je vais vous mettre ça sur une meilleure résolution. Puisque j'ai pas une caméra avec un zoom incroyable quand je fais un zoom. Donc, vous voyez, je pourrais gagner des outils, monter sur certaines tracks. Les villages vont vous donner plus de cartes, justement, dans les prochains tours. Donc, un intérêt à construire le plus rapidement possible pour avoir des bonus. Donc, ça, c'était la première ronde. On passe à la deuxième ronde. Sachez que dans la première ronde, vous avez juste accès aux tuiles qui sont ici. Rendu, justement, à la troisième ronde, vous allez avoir accès à toutes les tuiles. Nous allons ensuite aussi, lors de la troisième ronde, on va passer au deuxième aire. Donc, on va enlever toutes les cartes, justement, les cartes culture qu'on va mettre de côté. Et on va en mettre des nouvelles de l'ère 2 qui vont être, bien évidemment, beaucoup plus puissantes. Donc, on va continuer comme ça jusqu'à la dernière ronde, la quatrième ronde. Et c'est celui qui fait le plus de points de victoire au final qui remporte la partie. On va avoir accumulé les points, mais il y a un petit scoring de fin de partie.
votre set collection qui va s'ajouter, que je vous rappelle, et les petits tracks justement pour vos ratios justement de nourriture et d'outils, et également vos cartes que vous allez avoir. Dans le fond, vous êtes épuré au courant de la partie. Donc, c'est en gros la présentation sommaire du jeu Endless Winter. Maintenant, les composantes, on vous donne déjà un bel insert que si vous mettez la petite extension avec, ça va rentrer un peu serré. Ça, je suis un peu déçu. J'aurais aimé ça un petit peu plus d'espace, je vous dirais. Mais ça rentre tout de même. Des très très belles figurines avec une espèce de wash vraiment très beau. Très apprécié aussi, justement. Pour chaque joueur, vous allez pouvoir distribuer justement toutes ces composantes qui se rangent très bien. Ici, il y a les cartes, ces petits tokens que vous allez avoir en bas. Je me demandais pourquoi ça ne rentrait pas. Il y en avait une autre tuile ici. Donc, ça rentre tout bien ici. Et vous allez justement avoir un petit couvert que je cherchais qui était juste ici. Donc, vous pouvez donner ça à tout le monde. Des tuiles, c'est super beau. Les petits villages en plastique pour bien distinguer, c'est très bien. Même les petits personnages qui ont un petit imprimé dessus que j'aime vraiment beaucoup. Gros problème, je trouve, au jeu, ça prend de la place. Ça prend de la place. C'est incroyable, je vous dirais, là. Cette fameuse track-là aurait pu être quelque chose de beaucoup plus petit ici. Donc, c'est beau les images. Ça aurait peut-être être un petit peu plus petit. On a essayé de faire des tuiles, justement, que c'est un petit peu en partie. Ça va juste changer un petit peu. Mais ça prend de la place. C'est pas ma grande table, justement, de gaming. Mais tout de même, ça prend toute la table pour une partie à 2 joueurs. Donc, par contre, les illustrations seront magnifiques, les composantes nickel, mais sachez, c'est on pourrait dire, qualifier ça de tablivore, disons. Donc voilà comment on joue sommairement au jeu Endless Winter. Je vais vous mettre un lien en haut à droite si vous voulez des règles complètes. Je vous conseille la vidéo de David Couteau de Professor Board Game qui était excellente. Sinon, ma critique en 8 points. Le temps de jeu, c'est quand même positif. C'était un jeu quand même semi-costaud, là. C'est pas très compliqué parce que l'iconographie est bonne. Et le temps de jeu va tourner autour d'une heure, 2 heures, dépendant le nombre de joueurs que vous êtes. Peut-être 1h15, 1h20 à 2 joueurs pour une première partie, mais ça va tourner autour de l'heure et quart en général. L'esthétique, c'est de Miko. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup, entre autres dans la série des Royaumes de l'Ouest, qui est vraiment intéressant. L'esthétique, vraiment, même sur le plateau, est un peu partout sur les cartes. C'est vraiment magnifique. Facilité de jouer. Je donne un plus. L'iconographie de ce jeu-là est fantastique. Ça aurait été facile de rendre ce jeu complexe avec des icônes moins bons. Les icônes sont vraiment très bien représentées avec justement les tracks qui sont concordantes. Si vous avez justement les monolithes, on sait où est-ce qu'ils sont. Les icônes justement de type de carte aussi. Il y a des cartes qu'on retrouve à chaque partie. Ils ont différentes icônes. Les autres, en fonction de l'air, une icône différente. Il y a même les icônes, je vous dirais, des petites pierres sacrées sont assez claires en général, mais on s'y retrouve bien, même dans le livre de règles, qui est vraiment très, très, très bien fait en plus de cela. Stratégie. Je vais te donner un plus ou moins. J'aurais aimé peut-être un jeu où est-ce que, comme on voit souvent, que vous ne serez pas capable de faire tout. T'sais, on peut avoir 4 stratégies, vous allez pouvoir en faire maximiser une, en faire une à 3/4 et prendre des petites miettes du reste. Ici, je parle surtout d'une partie à 2 joueurs. Vous pouvez pas mal tout faire. Vous pouvez aller faire du contrôle de territoire, vous pouvez aller mettre vos monolithes, votre set collection justement des animaux, vous allez pouvoir le faire et monter vos tracks aussi même à 2 joueurs. Donc, c'est juste faut être bon dans tout et capable de rentabiliser chaque action pour justement bonifier chaque possibilité de faire des points. Mécanique, je trouve ça vraiment très bien. Placement d'ouvriers, justement, est assez simple. 4 emplacements qui sont ici. Les premières options que vous pouvez le faire à l'infini, puis évidemment, un que vous pouvez faire qu'une seule fois. Le premier qui fait ont un petit bonus. C'est un classique pour mécanique. Le deck building, assez intéressant. On le ressent plus, je vous dirais, que dans les ruines perdues de Narak ou dans Dune Imperium, je trouve. Il va être un petit peu plus présent. Peut-être en fait équivalent à Dune Imperium au niveau sensation pour le deck building. Sinon, le reste, c'est un petit peu superficiel. Là, le contrôle de territoire, on va une fois installé les villages, c'est vraiment pas sa mécanique principale,
Mais ça le fait bien, justement. J'aurais pas vu mettre trop d'emphase sur tout ça. Tu sais, le set collection a vraiment un petit aspect le fun, une prise de décision de « je vais sacrifier ma carte pour avoir des beaux bonus », mais elle ne compte plus dans le set collection, donc une prise de décision vraiment intéressante. Donc, on met sur le placement d'ouvrier le deck building. Les autres mécaniques, c'est en superficie, mais j'aurais pas vu ça comme si on aurait poussé plus pour ça. Immersion. C'est un jeu très mécanique. Là. C'est du placement d'ouvrier, deck building. C'est mécanique par-dessus l'autre, mais j'ai pas vraiment l'impression que je fais mes tribus paléolithiques. Là. C'est plus vraiment, pas vraiment là. Rejouabilité. Très bonne, surtout justement avec les petits modules ou les extensions qui sont déjà disponibles. D'après moi, on a mis les extensions à part, mais qui auraient été des modules possiblement, c'était fait par un autre éditeur qui aurait été mis dans la boîte de base. En faisant ça, ça fait diminuer le prix. Que moi, je vois les extensions comme des petits modules qu'on peut ajouter. Je sais qu'il y a un module avec des loups qui vont être intégrés, qui vont donner un petit pouvoir de plus à chaque ronde. Il y a un petit token justement que je vous en ai parlé, qui est pour celui qui va faire l'action de se reposer, qui va le bonifier, très intéressant. Les petites tuiles justement avec les glaciers, qui est vraiment très important pour bonifier ça, sinon c'est des endroits complètement inutiles d'aller. Donc, une excellente rejouabilité. Le solo, c'est un solo en plus ou moins pour moi. C'est un solo qui va vraiment représenter un automa. Là. Ça va être vraiment, vous avez les sensations de jouer contre un autre joueur, mais c'est des automas pour moi que c'est un petit peu trop. Je passe autant de temps à faire le tour de l'automa que de faire mon tour, donc c'est des choses que j'aime moins. Vous placez deux cartes une par-dessus l'autre, ça va déterminer où placer l'ouvrier de votre adversaire et ça va vous dire aussi les actions qui vont y en découdre. Donc, oui, c'est représentatif d'automa. Si vous aimez les jeux vraiment costauds d'automa, vous n'avez pas peur de ça, ça va être vraiment intéressant parce que ça va vraiment représenter comme si vous jouez contre une personne, mais ça va demander du travail pendant pas votre tour. Donc, vous n'allez pas avoir le temps de penser à votre tour durant le tour d'adversaire ou en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, au bout de la ligne, sur 8, ça fait un beau 6 sur 8 quand même. Donc, un jeu assez bien balancé au niveau de chaque point. Niveau personnel, justement, qu'est-ce que je conseille souvent aux premiers joueurs? Les pierres sacrées qu'on voit au début qui vont être va te donner des points à chaque ronde et des points plus qu'on avance dans la partie aussi, même avec les pierres de deuxième ère, c'est de se concentrer un petit peu à quelles que vous allez pouvoir vouloir aller chercher. Comme ça va orienter votre stratégie et justement de faire de plus de points avec ça. Ça, j'aime vraiment beaucoup ça et en plus, il y en a plusieurs dans la boîte. Un gros défaut que je lui trouve, par contre, qui va lui faire même perdre un demi-point, c'est la place que ça prend sur une table. Vous avez vu, là, ça en a pris beaucoup sur ma petite table de gaming que j'ai, là. C'est à 2 joueurs sur une table conventionnelle de gaming, là. La table va être pas mal pleine. Trouver de la place pour un 3e joueur, peut-être 4e joueur, ça va devenir complexe pour moi sur ma table qui est en haut. Donc ça, là, j'aurais trouvé un moyen de rapetisser ça. Peut-être, justement, les cartes qui sont notre deck building, c'est bien beau les belles images, sont pas vraiment utiles. Peut-être des cartes plus petites, ça aurait justement rapetisser les choses ou rapetisser certaines choses. Le board central aurait pu être même plus petit, donc ça, c'est un bon habitant. La chose que je disais aussi, c'est à 2 joueurs, je trouve que il va peut-être s'essouffler un peu à niveau à 2 joueurs, parce que vous n'allez pas être capable de faire tout. Donc, peut-être vos parties vont finir par toutes se ressembler un peu. Quoique, justement, le fait d'avoir des pierres sacrées différentes va justement apporter une petite variabilité. Aussi, avec des extensions, on vous donne de la variabilité, surtout avec des cartes des animaux qui vont vous donner des pouvoirs un petit peu différents, qui pourraient être les animaux que vous mangez, dans le fond, que vous tapez sur le côté. Ça pourrait vous donner des points à partir de maintenant. Donc, vous allez avoir un intérêt de les taper. Donc, des petites twists quand même. Le fun, à 2 joueurs, par contre, vous allez pouvoir tout faire. À 4 joueurs, il y aura de l'interaction justement sur le système de majorité. C'est un système de majorité, peut-être à plus de joueurs, par contre, ça peut être un peu décevant à son tour de faire quelque chose des actions-là. Et à la fin de la ronde, tout le monde a été joué où est-ce que vous étiez un peu. Et vous avez perdu des actions à faire cela parce que ça vous rapporte rien. Donc, à 2 joueurs, il y a possibilité d'avoir un petit peu plus de contrôle sur qu'est-ce qu'on fait. Mais à plusieurs joueurs, ça va y avoir de l'interaction. Pour cette partie-là, un petit peu des monolithes qui vont avoir une interaction positive. Donc, pour moi, mon appréciation, j'ai seulement joué des parties à 2 joueurs. Ça va être un 8 sur 10, donc prenez-en en compte. Donc, est-ce que c'est un genre de jeu qui vous intéresse? Parmi la série, justement, en fait, le trio, quel est votre favori entre deck building et placement d'ouvriers entre Dune Imperium, les ruines perdues de Narak et Endless Winter? Moi, à 2 joueurs, en tout cas, parce que je suis un gros joueur à 2,
Dune Imperium perd beaucoup de saveur. Endless Winter est quand même un bon calibre, mais les Ruines perdues de Narak, avec son extension, a rajouté un gros plus. Donc, moi, c'est mon favori du trio. Donc, si vous cherchez un jeu de placement d'ouvriers, deck building, avec un intérêt plus grand à 2 joueurs, je vous conseille les Ruines perdues de Narak. Mais si vous êtes des personnes qui jouent plus à 4 joueurs, je vous conseille Dune Imperium. Sinon, on va se retrouver prochainement dans une autre vidéo. Donc, on se dit à la prochaine. Ciao!